Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informative News Hebdo pour ce vendredi 1er juillet. Et comme chaque semaine, nous sommes avec Guy Hervier, notre rédacteur en chef, pour décrypter et analyser l'actualité informatique et télécom de la semaine. Alors, comment Guy, cette semaine n'est pas sur notre plateau, il est comme un certain nombre d'entre vous confiné, si l'on peut dire, mais néanmoins, il est avec nous à distance. Guy, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par une activité du côté de chez HPE, avec, c'était, on le rappelle, HPE Discover, la grand-messe, entre guillemets, HPE annuelle, avec pas mal d'annonces, toujours du côté serveur, les HPE serveurs Proliant, et évidemment toujours dans la veine de GreenLake, ce fameux on-premise as a service, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on reste un peu dans la ligne directrice d'HPE depuis maintenant ces 2-3 dernières années. C'est exactement ça. Donc HPE Discover 2022, c'était la première fois que HPE organisait sa grand-messe à Las Vegas depuis 2019. Et comme vous le disiez, il y a deux trains d'annonces importants. Donc le premier, c'est que les serveurs Proliant vont mais en tout cas vont désormais supporter les processeurs ARM. Processeurs ARM qui ont été développés d'ailleurs par une start-up qui s'appelle Ampere et qui a été créée en 2018. Donc c'est pour vous dire que le modèle ARM finalement il permet d'aller très vite. Donc c'est important dans la mesure où les Proliant dans les data centers c'est je dirais des serveurs qui font référence. Et qui date en fait du rachat de Compaq par HP, qui n'était pas encore HPE. Donc on remonte à 2001. Et à l'époque, HP avait donc pris la décision de garder les serveurs Compaq et d'annuler ses propres serveurs NetServer, qui s'appelaient NetServer. Donc c'était une décision assez radicale et finalement qui les a emmenés assez loin, puisque on en est aujourd'hui toujours avec cette... alors je crois qu'on en est à la 11e génération de serveurs Proliant. Alors d'un côté, évidemment, il y aura les x86 et de l'autre, les ARM. La motivation principale, c'est l'économie d'énergie. On sait que les serveurs, les processeurs ARM sont plus économes en consommation électrique que les processeurs Intel. C'est d'ailleurs ce qui a fait leur succès sur les mobiles. Et donc, c'est la raison qui a poussé HPE à faire ce choix. Et donc, je dirais que l'évolution vers des serveurs vers ARM est une tendance dont on a parlé déjà qui se concrétise. Le deuxième pilier, c'est l'annonce de GreenLake. Alors, on pourrait le dire plus simplement GreenLake à tous les étages. GreenLake, c'est donc finalement, comme vous le disiez, la possibilité de souscrire un abonnement pour une infrastructure dans son propre data center, donc on-premise, et finalement qui a été une conséquence du cloud public. On aurait très bien pu l'imaginer de faire ça avant l'avènement du cloud public. C'est d'ailleurs ce qui se passait il y a très longtemps, vous vous souvenez, quand IBM faisait de la location de ses machines parce qu'elles étaient beaucoup trop chères à acheter. Donc GreenLake à tous les étages, c'est une évolution, je dirais, assez importante pour HP. Et si on veut en mesurer l'importance, ça représente aujourd'hui à peu près 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est à peu près le quart du chiffre d'affaires de HP, donc de HPE, pardon. Donc vous voyez que finalement ça représente quand même quelque chose de significatif et qui va aller en s'augmentant, bien entendu. Alors Guy, autre annonce cette semaine, c'est du côté cette fois-ci parisien, parce que Google Cloud annonçait, j'allais dire enfin, la version française de son cloud, enfin en tout cas l'implantation dans les data centers français de son cloud. Ça, c'était la première partie de l'annonce d'hier, parce que c'était tout simplement hier matin. Et autre annonce qui était aussi attendue et qui est attendue, c'est la co-entreprise entre Google et Thales, donc le data center à la sauce sec NumCloud, n'est-ce pas, pour reprendre un peu ce qui a été dit en partie hier. Mais bon, je propose qu'on revienne dans le détail un peu sur ce qui a été annoncé par notamment Anthony Siro, le nouveau patron de Google Cloud en France. Alors, le mot « enfin » que vous avez utilisé, en fait, il se justifie par le fait que Google arrive
après AWS et Microsoft. Vous vous souvenez qu'on a reçu Julien Grouès, le patron de AWS France, la semaine dernière, et donc à cette occasion, on a fait un peu le point 5 ans après l'ouverture de la région en France. Donc vous voyez que Google arrive 5 ans plus tard, ce qui fait quand même ce qui j'irais dans le monde du cloud est quand même un délai. On ne dira pas qu'ils arrivent après la bataille, mais un petit peu quand même. On le verra d'ailleurs dans les chiffres, ça se mesure. Donc, comme vous le disiez, 3 data centers en Île-de-France qui sont éloignés de plus de 70 km. C'est la règle pour faire en sorte que ces data centers ils soient finalement indépendants lorsqu'il y a des phénomènes climatiques qui pourraient intervenir. Je pense à des inondations, des tremblements de terre, par exemple. Bon, a priori, c'est pas ce qui arriverait en Île-de-France, mais on ne sait jamais. Cette installation permet de réduire la latence de 5 millisecondes, puisque Google, évidemment, a des installations dans d'autres pays d'Europe, de 5 millisecondes à 2 millisecondes, donc ça peut intéresser certaines applications. Pour l'instant, ce sont les applications de stockage qui vont être disponibles, mais a priori, ce sont tous les services proposés par Google qui seront disponibles sur ce Google Cloud français. Alors, il y a déjà une vingtaine de clients français qui se sont fait la main, si je puis dire, sur ce cloud public de Google. Et puis la deuxième annonce aussi, peut-être finalement plus importante pour les entreprises françaises, c'est comme vous disiez, la co-entreprise avec Thales, donc qui sera implémentée de deux manières différentes. D'abord, la création d'une co-entreprise selon les réglementations européennes, et puis deuxièmement le CEP New Cloud, donc la conformité à la référence qui a été définie par l'ANSSI. Et donc ça veut dire que lorsque tout cela sera créé, Google affirme qu'il apporte toutes les garanties pour avoir un cloud de confiance. Il y a des éléments complémentaires à ça, le fait par exemple que seuls les personnels qui travaillent en Europe seront habilités à accéder au data center de Google Cloud en France. Donc tout ça pour dire que a priori cette organisation devrait garantir le cloud de confiance. On le verra à l'usage. Maintenant, on voit que finalement il y a des approches un peu différentes. On avait annoncé la semaine dernière Bleu, donc Bleu, on en avait parlé depuis un petit moment. C'était la création d'une entité Capgemini, Orange, Microsoft. Là, on voit la réalisation de Google et Thales. Pour ce qui est d'AWS, finalement, Julien Grouès n'avait pas donné d'indication particulière sur la création d'une entité spécifique. Donc, vous voyez qu'il y a des approches un peu différentes pour arriver au cloud souverain. Et le dernier point qu'on pourrait ajouter sur cet ensemble-là, c'est que finalement, si on regarde l'initiative Gaia, l'initiative Gaia, pour l'instant, a accouché de trois réalisations qui sont des partenariats entre des entreprises françaises et puis des entreprises américaines. Donc ça fait 3 ans que Gaia travaille sur le sujet et donc 3 ans plus tard on en est arrivé là. La question c'est finalement est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus vite et est-ce que ces initiatives sont suffisantes pour faire profiter à l'ensemble des entreprises françaises de cette notion de cloud de confiance. Bon, j'allais dire, encore sûrement un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, Guy. On continue par un autre sujet peut-être, je ne sais pas si c'est plus préoccupant, disons-le, c'est nos confrères de Zataz, site dédié au hacking notamment, tout ce qui est sécurité, qui ont relevé qu'il y avait sur ce qu'on appelle le dark web, je ne sais pas si c'est encore un mot ce qu'on peut utiliser, en tout cas sur Internet, qui travaillent sur Internet, quasiment 1 million de comptes Amélie, qui donc ont été piratés, on ne sait pas exactement comment, mais justement le fait qu'on ne sache pas exactement comment, c'est aussi une autre problématique. Alors effectivement, 1 million de comptes Amélie, je ne sais pas combien il y a de comptes Amélie en France, mais 70 millions de Français à la louche, un peu moins,
peut-être 40 millions de comptes Amélie. Donc vous voyez que c'est quand même une proportion assez considérable. Comme vous le disiez, on ne connaît pas encore de quelle manière a été fait ce vol, ce piratage de données. Vraisemblablement, il est possible que ce soit en fait une coordination de phishing en masse qui ait permis de récupérer ces données. Toujours est-il que, évidemment, le conseil qui est donné finalement à tous les Français, parce que on ne sait pas sur ce 1 million, ça peut être vous, ça peut être moi. Donc, par précaution, il vaut peut-être mieux changer son mot de passe sur Amélie. Et puis, les conséquences, évidemment, peuvent être très embêtantes parce que ça veut dire que ce sont des données importantes qui vous concernent. Donner donc déjà votre numéro de téléphone, votre adresse mail, bien sûr. Éventuellement, ça peut permettre d'arriver à divulguer des coordonnées bancaires si des exploitations de phishing sont menées derrière. Et puis, c'est comme on a vos données médicales, eh bien, ça permet de faire de la vente de médicaments, de faux médicaments, bien à tous les assurés finalement. Donc ça veut dire que les conséquences sont quand même extrêmement graves. Donc deux points. Le premier, c'est que on peut quand même être un peu surpris du fait que ça ait pu arriver. Donc, est-ce que la sécurité sociale a fait tout ce qu'il fallait pour protéger ses comptes? Et puis deux, qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire en sorte que les conséquences soient minimales? Donc, c'est quand même, je dirais c'est pas la première fois que ça arrive, c'est sans doute pas la dernière, mais c'est quand même très problématique. Bon, on attend effectivement un retour de la sécurité sociale sur le sujet, ce serait au moins le minimum. Guy, on reparle du sujet des supercalculateurs. On en a parlé la semaine dernière en disant que ça y est, la frontière de l'Exascale était passée avec le supercalculateur frontière du côté américain. La France, justement, lapsus révélateur. L'Europe ne compte pas en rester là, et c'est du côté de l'Allemagne que ça se passe avec la promesse en 2024, c'est ça, d'avoir un supercalculateur qui passe aussi l'Exascale en Europe. Encore une fois, je note que voilà, ça se passe en Allemagne et pas forcément en France, alors qu'on était plutôt quand même en pointe sur ce sujet. Bon, voilà. Alors, pour corriger un petit peu ce que vous dites, c'est quand même une initiative de EuroHPC. Donc, EuroHPC, c'est quand même une initiative européenne. Effectivement, donc pour résumer ce que vous avez dit, c'est la promesse d'une installation d'un HPC, donc d'un supercalculateur qui sera Exascale a priori 2024. Rappelons qu'on avait commenté le top 500 il y a quelques semaines et qu'on avait annoncé le premier Exascale mondial avec Frontier. Donc c'était un ordinateur HPE qui avait été installé dans un laboratoire du département de l'énergie américain dans le Kentucky. Donc c'était le premier qui était arrivé à ce seuil de l'Exascale. Donc ça veut dire que là encore, j'ai un bon point pour l'Europe. Puisque dans ce top 500, on avait pu aussi mentionner le fait que l'Europe avait un ordinateur qui était classé dans le top 3, donc à la 3e place, avec une puissance de 151 pétaflops. Donc c'était déjà une belle performance, surpassant vous vous souvenez, les deux ordinateurs IBM, Sierra et Summit. Donc c'est une avancée de plus. Donc c'est un ordinateur qui sera, comme vous le disiez, installé en Allemagne, dans un laboratoire de recherche en Rhénanie. D'ailleurs, aux côtés du Jewels. Et on en avait parlé récemment, puisque on avait parlé de l'installation de coprocesseurs quantiques Pascal, de deux processeurs, dont l'un allait être installé en complément de Jewels. Donc cet ordinateur s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est un acronyme. Ne me demandez pas ce qu'il veut dire parce que je serais incapable de vous le dire. Je l'ai lu, mais je serais pas capable de vous le répéter. Et alors le financement, donc c'est pour ça que je corrigeais un petit peu ce que vous disiez. Le financement, c'est EuroHPC 50%.
l'État fédéral allemand 25% et le Land de Rhénanie 25%. Donc vous voyez qu'effectivement c'est majorité allemande, mais malgré tout ça reste une initiative européenne. Donc l'Europe dans le supercalcul se réveille, c'est une bonne chose et on ne peut que le mentionner avec une certaine appréciation, si je puis dire. Très bien. Alors Guy, on continue par la séquence, j'allais dire, financière, notre passage en revue de l'actualité. Et c'est du côté chez Zendesk, qui, on le rappelle, avait refusé quand même une offre de rachat à 17 milliards de dollars en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Et qui cette semaine accepte finalement une offre à 10 milliards de dollars, fait quand même 7 milliards de dollars d'écart de la part d'investisseurs. Peut-être signe quand même que tout ne va pas très bien du côté de chez Zendesk, malgré les progressions de chiffre d'affaires faramineuses affichées tous les ans. Oui, effectivement, c'était en février dernier. Et donc, comme vous le disiez, Zendesk a refusé cette offre de 17 milliards. Donc, finalement, elle aurait peut-être pas dû, puisque aujourd'hui, elle accepte cette offre à 10 milliards. Donc, c'est un consortium de fonds d'investissement. En fait, malgré tout, ces 10 milliards, c'est une prime de 34% par rapport au dernier cours de l'action. Donc, finalement, c'est moins que ce qui était proposé en février, mais c'est encore au-dessus de la valeur du marché. Alors, en deux mots, Zendesk, c'est une société qui a été créée en 2007, donc qui est spécialisée dans la gestion de services clients, incluant le CRM. Et donc, je dirais que le problème de Zendesk, c'est qu'elle a connu ces dernières années une croissance assez rapide. Le problème, c'est que j'ai regardé les 6 derniers exercices. Je suis pas allé plus loin que ça parce que finalement, avant, on pouvait dire on est encore en période de développement, donc on investit massivement et on fait des pertes. Mais sur les 6 derniers exercices, Zendesk réalisait des pertes, je dirais, oscillant autour de 200 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 1,4 milliard pour 2021. Et bien évidemment moins important les années précédentes. Donc vous voyez que finalement les investisseurs peut-être ils commençaient à s'acquitter un petit peu et Zendesk a pris la mesure je dirais de cette prise en compte de la réalité et donc a pris la décision sans doute sage de céder à cette offre. Si on prend le cours de l'action, comme beaucoup de sociétés, c'est pas spécifique à Zendesk, mais il est quand même passé, il a été divisé par 2 de février 2021 à aujourd'hui. Donc vous voyez que l'évolution a été quand même assez rapide et cinglante. Alors Guy, on arrive au sujet de la semaine, et c'est du côté de toujours un rachat finalement, parce qu'on le rappelle, Broadcom, plus connu d'ailleurs au passage, on l'a dit pour ses puces que pour son activité logicielle, mais justement a racheté VMware, qui est quand même un rachat pour le coup plus que significatif et sur un acteur essentiel du marché, et le SIGREF, qui est l'association des grandes DSI françaises, s'émeut de ce rachat et pose des questions, notamment au niveau de la Commission, et saisit la Commission européenne. C'est ça, Guy ? C'est exactement ça. Donc le SIGREF a publié un assez long communiqué où elle fait part de... Alors, il y a du vocabulaire en général dans ce genre de communiqué. On fait attention, enfin, c'est écrit de manière assez modérée. Mais là, le SIGREF fait part de ses vives inquiétudes pour des éventuelles pratiques déloyales de Broadcom. Donc, vous voyez que les mots sont quand même assez lourds. Oui, ça fait pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, alors, comme vous le disiez, le SIGREF a alerté la Commission européenne sur les pratiques à venir, puisque pour l'instant, Broadcom n'a pas encore pris la main, mais l'idée, c'est de voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Le SIGREF est inquiet parce que elle dit que sur ses 155 membres, les 155 entreprises utilisent VMware au cœur de leur infrastructure. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps des containers, effectivement, mais en montrant que c'était, je dirais, le futur, l'axe de la modernité, mais malgré tout, la virtualisation est encore au cœur de tous les data centers, clairement. Et donc, elle s'inquiète donc des pratiques commerciales, puisque
Broadcom a fait une déclaration assez claire en disant qu'elle voulait doubler la rentabilité de VMware. Donc pour le faire, il n'y a pas 36 moyens, il y a supprimer des postes, bon ça je dirais que c'est très embêtant, mais ça concerne VMware, et puis augmenter le prix des licences, et le prix des licences dans des proportions assez considérables. Donc c'est pas, je dirais que c'est pas anodin. Maintenant, pourquoi faire un procès d'intention à Broadcom? Finalement, c'est pas un procès d'intention parce que il y a des antécédents. Broadcom a arraché CA Technologies et puis Symantec, et donc a bien vu ce qui s'était passé sur ces deux entreprises qui, en fait, on peut le dire assez clairement, qui étaient des entreprises vieillissantes, mais dont on pouvait toujours extraire, je dirais, un peu de cash, puisque les logiciels tournent encore sur beaucoup de data centers. Il faut payer les licences, et donc on peut pas les changer du jour au lendemain. Donc, en attendant de les remplacer par autre chose de plus moderne ou de moins cher, on peut finalement en tirer un petit peu plus. Donc, je dirais que c'est en se basant sur cette pratique de Broadcom que le SIGREF a alerté à juste titre, à mon avis, la Commission européenne qui va regarder tout ça d'un peu plus près. Alors maintenant, voir ce qui pourra être fait, ça je sais pas trop, mais en tout cas la question est posée. Alors c'est peut-être un peu hâtif de faire un comparatif, de comparer ça, vous vous souvenez, avec la politique d'augmentation des licences d'Office 365 de Microsoft de 15% en mars dernier. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, ça veut dire que les éditeurs de logiciels, parfois, ils font un peu ce qu'ils veulent, et que l'idée de coopération, de collaboration avec les clients peut être parfois un vain mot qui n'a pas une très très grande signification. Là encore, Guy, suite dans une prochaine émission. Alors justement, on n'a pas forcément d'actualité pour les semaines à venir, puisque la trêve estivale arrive et l'invité IT de la semaine reprendra à la rentrée. Par contre, on a quand même un coup de gueule et un coup de cœur, Guy. C'est du côté de la Poste, pas forcément tous les jours, puisque cette dernière annonce le timbre numérique. Alors, pareil, là, peut-être mieux vaut tard que jamais, ou enfin, je ne sais pas. Quel est l'adjectif qui convient, ou l'adverbe qui convient le mieux? En tout cas, effectivement, même si on dit mieux vaut tard que jamais, ça va arriver. Donc c'est prévu pour 2023. Alors faut pas confondre cette idée de timbre numérique avec le timbre qu'on pouvait déjà acheter, qu'on pouvait imprimer chez soi. Là, il y a besoin que d'un téléphone portable. Et avec ça, vous pouvez envoyer une lettre. Alors comment vous faites? C'est assez simple. En fait, vous connectez sur le site de la Poste. Vous achetez un timbre numérique et vous récupérez un code de 8 caractères. Donc, c'est les caractères, vous savez, quand on vous propose un mot de passe, c'est des trucs impossibles à retenir. Bon, là, il suffit de l'écrire une fois, donc c'est pas très embêtant. Donc, vous l'écrivez à la place du timbre, et donc, vous pouvez envoyer votre lettre de cette manière-là. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple pour l'utilisateur. Évidemment, ça requiert des moyens technologiques assez considérables du côté de la Poste, qui ne se ménage pas ces derniers temps pour son évolution et pour contrecarrer la baisse la baisse qu'on observe depuis. Bien sûr, des courriers physiques, oui. Courrier, et qui va continuer. Donc, elle s'est appuyée sur une techno d'une société qui s'appelle Probase, qu'elle a racheté il y a quelques années, spécialisée en intelligence artificielle. Donc, évidemment, une fois que vous avez copié ces 8 codes, ce code de 8 caractères sur votre lettre, il faut le faire correctement, il faut... mais ça, la reconnaissance optique, ça existe déjà. Et puis aussi, l'intérêt, c'est, vous pouvez dire, mais oui, mais si on recopie un caractère qui n'est pas le bon, il y a dans l'algorithme, il y a une possibilité d'erreur. C'est-à-dire que vraisemblablement, alors ça n'a pas été indiqué clairement dans le communiqué, mais on peut le traduire simplement en disant peut-être que si vous faites une erreur de un caractère, le système peut recalculer tout ça et faire en sorte que votre lettre arrivera à bon port. Donc c'est une avancée, je dirais, intéressante de la Poste. C'est pas ça ce qui va révolutionner le courrier, qui de toute façon va
poursuivre déclin, l'évolution qu'on connaît. Et puis évidemment, peut-être qu'à terme, c'est un coup dur pour les philatélistes, parce que faire la collection des caractères, des codes à 8 caractères, c'est moins intéressant que les vieux timbres. Donc, bon, mais ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Eh bien, Guy, je propose qu'on en reste là. Hein. Merci à toutes et à tous. Cette émission va faire, comme beaucoup d'entre vous, va prendre sa pause estivale et on vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. En attendant, encore une fois, très belle semaine, très bel été à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci.